Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, vous avez tout le chapitrage de tous les mangas dont je vais parler aujourd'hui dans la barre YouTube. Pareil, en description, il y a tous les timers. Tant que j'y suis, en description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe et des meilleurs. Avant de commencer, j'ai fait une vidéo en début de semaine sur Evol, le dernier manga en date de Atsushi Kaneko, et j'ai parlé un petit peu de l'édition physique, l'édition numérique. Donc allez la voir, c'est vraiment une petite vidéo sympathique. Et maintenant que je dis tout ça, on commence maintenant. On commence par la fin avec le 36e et dernier tome de Fairy Tail, donc de Hiro Mashima. C'est le 36e et dernier tome de l'intégrale de chez Hachette. Donc une intégrale de 36 tomes avec une belle fresque. Au début, je montrais les tomes dos par dos, mais là, franchement, il y a 36 tomes, je vais pas les soulever. Un de ces quatre, je vous les montrerai quand j'aurai ma bibliothèque, tout ça, dans quelques mois. Je tease un petit peu. Voilà, j'avais commencé cette collection un peu par curiosité en me disant j'arrêterai si ça me saoule. Et finalement, je suis allé jusqu'au bout. Et en fait, je le dis plus d'une fois sur Instagram, surtout sur TikTok, moi j'avais un peu des appréhensions par rapport à Fairy Tail parce que, j'ai connu Fairy Tail à l'époque du scan, où il y avait un chapitre toutes les semaines, où il se faisait bâcher toutes les semaines par tout le monde. Il y avait quelques défonceurs, sur, Twitter et sur, YouTube et cetera, mais c'était vraiment une minorité. Et j'appréhendais de redécouvrir l'œuvre sans avoir l'avis hebdomadaire de tout le monde, sans avoir, on va dire, même si j'avais ces appréhensions de dire, ouah, ça va pas être terrible. Et finalement, mis à part deux, trois arcs que j'ai moins aimés, je pense à Avatar, je pense à l'arc dans le ciel, etc. Dans l'ensemble, c'était ok. Il n'y avait rien de purement mauvais dans Fairy Tail. Même les défauts, alors, mis à part le fanservice, il y a des défauts que les gens soulèvent, en vrai, pas tant que, enfin, c'est pas pire que d'autres séries. Donc vraiment, et c'est vraiment une idée que je me fais de Fairy Tail avec le temps. J'ai l'impression qu'il a cristallisé beaucoup de soucis d'autres mangas. Parce que Fairy Tail, à partir du moment où les gens se commençaient à le bâcher, c'était vers la fin de Bleach et Naruto. Et j'ai l'impression que les gens, plutôt que de bâcher des mangas qu'ils ont beaucoup plus aimés, ils préféraient bâcher un manga ok. Ok tiers. Parce que Fairy Tail, c'est pas non plus un manga de ouf, hein. C'est un manga qui est ok. Genre, je lui donne un bon 14 sur 20. C'est pas une mauvaise note, c'est pas une note extra. Enfin, ça reste une bonne note, mais c'est pas non plus. Genre, si One Piece avait 20 sur 20, 14, voilà, il est un cran en dessous. Voilà, je parle pour ne rien dire. Cette fin est sympathique. C'est pas la fin la plus oufissime. Comparé à Rave, je trouve que Rave s'en sort beaucoup mieux sur sa fin que Fairy Tail. Même si j'aime bien la façon dont ma vie, ses élèves se finissent, sur le fait de je t'aime pas, et en fait, j'ai tout et toujours aimé, mais c'est cet amour qui m'a empêché de te tuer parce que je te détestais aussi un petit peu et que je ne voulais pas te quitter, etc. C'est mignon, c'est beau. Le combat final contre Agnologia, il pue la merde. Clairement, je le trouve nul à chier. Enfin, après, le finish de Zelef, il fait un peu trop, il fait un peu nul, en tout cas, la manière dont il est fait. Et alors, c'est comme une des grosses plus-values de cette édition, c'est que le dernier chapitre de Fairy Tail est entièrement en couleur. Et donc, avec l'édition, on a toutes les pages couleurs. Et donc, ça, c'est vraiment agréable de pouvoir redécouvrir le dernier chapitre de Fairy Tail entièrement en couleur, comme c'était le cas pour Naruto. Mais dans Naruto, on l'a eu en noir et blanc dans l'édition classique. Est-ce qu'on aura l'édition enfin, l'édition enfin, de Hachette de Naruto, il n'y avait pas les pages couleurs. Est-ce qu'avec l'édition Okage, on aura les pages couleurs? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était vraiment un pur plaisir. J'en reparlerai sûrement un de ces quatre sur la chaîne. Je vais peut-être me relire une autre fois Fairy Tail en prenant des notes, en faisant arc par arc, comme je l'ai fait pour d'autres séries très longues, je pense notamment à Naruto, et débunker un petit peu peut-être ce que les gens trouvent de mauvais, dire mais en fait c'est pas mauvais, hein, c'est juste vous qui vous vouliez cracher sur une série, parce que telle série, telle série, telle série, telle série le fait, et des fois moins bien. Donc je dis pas que ça sortira en 2024. Peut-être 2025. Mais en tout cas, guettez ça, un de ces quatre, je ferai une vidéo sur Fairy Tail et pourquoi vous détestez cette série alors qu'il n'y a pas de raison. On parle maintenant de Shaman King Red Crimson, donc c'est un spin-off de Shaman King, alors pas Shaman King premier du nom, mais c'est plus un spin-off de Shaman King Flowers et Superstar, parce que, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans a des liens plus avec Shaman King Flowers et Superstar, parce qu'on parle du Flower of Maze, de toute façon il a été créé quelques années après Shaman King Flowers, je crois que c'est date de 2019 ou 2020, donc Flowers c'était quasiment terminé. Ça se passe un an ou deux avant cette série, en fait ça centré sur, vous le voyez en couverture, on voit Tao Jun, sur la famille Tao. Il y a beaucoup de choses sur le clan Tao, qui a été une famille qui a régné sur la Chine il y a 1000 ans. Il y a eu un conflit avec un autre clan, et en fait, ce conflit
renaît de ses cendres avec le fait que Tao-Ren, devient très puissant, est devenu un grand businessman et donc ce clan-là dit: Vous avez pas le droit de faire ça, c'est pas bien». Donc il va y avoir tout un truc, très intéressant avec Tao Jun qui va être au centre de ce conflit et ce qui est très intéressant, c'est que on aborde des choses dans cette série qui ont beaucoup de liens avec, Flowers et Superstar, notamment, bah, le clan Tao, le fils de Tao-Ren, sa femme. On sait ce qu'elle devient au début de Flash King Flowers, et ben on découvre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui là, c'est limite, c'est un gros flashback qu'il pourrait y avoir dans Flowers ou Superstar sur le personnage de Tao Men. En tout cas, vraiment cool. Je m'attendais pas à kiffer. À être comme ça, je m'attendais à un truc un peu hoquetière. Et alors, ce qui est ouf, c'est que c'est pas Hiroyuki Takei, donc l'auteur de Shaman King, qui est au dessin, il est juste au scénario. C'est un certain Jet Kusamura. Et bah, il arrive bien à recopier le style, alors, qui est pas non plus hyper compliqué, mais quand même il y a tous ces personnages très filiformes, les designs des fantômes, enfin des fantômes et le Oversoul, quand ça devient des méga mechas de ouf, qu'il arrive à bien reproduire et donc vraiment du très, très bon boulot. Il y a beaucoup de fanservice avec le fait que le père de Tao-Ren, il a encore son armée de 5 soldats de ouf. On voit la mère de Tao-Ren se battre, dans une tenue qui en dévoile un petit peu trop à mon goût, mais bon, voilà, vraiment Shaman King Red Crimson, je m'attendais vraiment à un truc hoquetière et finalement, eh ben, c'est bien. Alors on fait un double aparté sur Tsutomu Takahashi. Alors j'ai pris le One Shot Alive, qui est l'histoire d'un homme qui est condamné à mort, qui se retrouve dans une cellule avec un autre monsieur, et il y a une fille aussi, et il va se passer plein de choses. C'est sympathique, mais clairement, c'est pas un indispensable. Je l'ai pris parce que j'étais curieux, et en vrai, c'est peut-être maintenant peut-être le titre que j'aime le moins de Tsutomu Takahashi parce que ça reste qu'un one shot. Après, voilà, c'était un one shot, c'est pas une série sur 5-6 tomes. J'ai apprécié, mais j'ai pas surkiffé. Soul Keeper, par contre, bah, je me suis relu les 7 tomes pour l'arrivée du tome 8, parce que j'avais un peu décroché par du tome 5-6, et je trouvais que la série, en relisant, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que l'auteur passait souvent du coq à l'âne, parce que quand on commence Soul Keeper, c'est l'histoire de Rion, qui devient l'esprit protecteur du Premier ministre, donc un truc très politique, et un petit peu shonen, où Rion va endurcir le Premier ministre, qui est un petit peu vieux jeu, et lui donner un nouveau souffle. Donc c'était cool, il y avait vraiment un petit côté l'esprit protecteur jeune va aider le vieux corps humain, etc. Et rétrospectivement, ils vont s'influencer. Après, on part sur un délire très politique, anti-nucléaire. Après, on revient sur des combats contre un mec qui a des pouvoirs psychiques. Et ça part un peu dans tous les sens. Et j'avoue que vers le tome 5-6, je comprenais plus vraiment où voulait aller le manga. En relisant, je me suis encore plus rendu compte que l'auteur avait l'air de changer d'avis, changer son fusil d'épaule et passer du coq à l'âne régulièrement. Et à la fin, j'ai bien aimé. Alors, encore une fois, c'est pas mon manga préféré de Tsutomu Takahashi. Je trouve que Sidou est vraiment oufissime. Son manga sur les bikers, dont j'ai plus le nom, excusez-moi, ça va me revenir dans une demi-heure. Je suis désolé, je mettrai le nom ici. Et pour moi, un de mes mangas préférés. Bakuan Retto, voilà, ça vient de me revenir. Mais Soul Keeper, c'est sympa. C'est intéressant parce que Sidou, c'est du samouraï historique, même s'il y a il fait un peu ce qu'il veut. Bakuan Retto, c'est semi-autobiographique. Et là, on est vraiment sur de la pure fantasy, et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, je conseille quand même. Moi, j'ai les 8 tomes et je les refondrai pas. Autant Alive, je pourrais le revendre parce que c'est sympa, mais sans plus. Autant Soul Keeper, j'ai quand même bien kiffé. Et ça reste quand même intéressant. Et je vous conseille quand même de relire les 8 tomes. Parce que j'avoue que j'aurais pas relu les 7 tomes, j'aurais peut-être eu un avis complètement différent sur Soul Keeper. Avec seulement ce tome 8 en tête. On passe maintenant à Valalian The Black Iron de Toshimitsu Matsubara, le papa de Rikudo, aux éditions Kaze Crunchyroll. Alors, je sais pas si c'était indiqué sur le tome 1, mais au dos, enfin, à la quatrième de couverture de ce tome, il y a marqué une série complète en 6 tomes. Alors, je crois que beaucoup de gens avaient pesté sur le fait que Kyu n'avait pas indiqué ça sur sa com, donc j'espère qu'ils ont pris en considération, alors peut-être que c'est dans le tome 1 et j'ai complètement oublié, je le mettrai ici si j'ai un doute. Et donc, bah, en sachant que la série fait 6 tomes, en lisant le tome 1 et le tome 2, dommage. Parce que vraiment, il y a un potentiel de ouf avec Valalian The Black Iron, parce que tu peux ramener n'importe quel personnage historique, un tant soit peu, on va dire, connu, et le foutre là-dedans. Là, on a quand même un trio qui se forme avec notre personnage principal, donc Tetsujiro, qui va rencontrer le groupe bah, de, j'ai oublié son nom, Guan Yu, qui est un
grand général chinois de la guerre des Trois Royaumes, qui est une des périodes les plus connues des guerres de Chine. Je crois que c'est souvent quand on voit un otaku fan de la Chine et des guerres chinoises, on parle des Trois Royaumes. Et Guan Yu, je sais que c'est un personnage qui revient souvent, et ils font équipe avec un peu l'ennemi juré, notre héros, c'est Kubilai Khan, donc le descendant, le petit-fils de Gengis Khan, qui a conquéri toute l'Asie mineure, qui allait jusqu'en... Je crois qu'il a conquéri de la Chine jusqu'à la Turquie actuelle, quoi, un truc comme ça. Enfin, il avait l'un des plus grands empires. Alors après, empire entre guillemets, parce que finalement, il déléguait beaucoup de choses. Il n'avait pas un contrôle aussi puissant que d'autres empires dans l'histoire, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, Valalian, c'est vraiment cool. Là, on explore un peu le fait que pas les dryades, enfin j'ai oublié le nom. Les Valkyries, quand ils ramènent des héros, elles peuvent leur donner des pouvoirs, donc il y a tout un délire où un peu plus fantastique qui peut commencer à se créer, même si c'est déjà quand même très fantastique avec l'histoire de Midgard. Et vraiment, je me le répète, je trouve ça dommage que la série ne fasse que 6 tomes. J'irai jusqu'au bout parce que j'aime beaucoup le trait de l'auteur de Rikudo, mais je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté au bout de 6 tomes. Vraiment, incompréhensible. Alors, avant de commencer à parler de Shirolan, il va y avoir un manga qui va arriver chez Mangetsu dans quelques mois. C'est Tengen Wars, alors j'ai plus le titre en tête exactement, et c'est un peu le même principe que Valalian The Black Iron. On va suivre des personnages héroïques, des grands stratèges, des grands généraux, des grands soldats de l'histoire qui se retrouvent dans un monde et ils vont se foutre sur la gueule. Je crois qu'il va y avoir un pote de Guan Yu, c'est un des grands stratège de l'histoire de la Chine, de la guerre des Trois Royaumes, face à Oda Nobunaga, il va y avoir d'autres personnages, ça a l'air super cool, moi c'est un manga que j'attends avec impatience depuis qu'il a été annoncé par Mangetsu, donc vraiment à guetter, j'en parlerai quand ça sortira. Et donc, Shirolan tome 13, ça marque pour moi la fin de la première saga de Shirolan, donc avec le combat final entre Serizawa face à Soji Okita. Qui est ok, franchement le combat est incroyable, mais je m'attendais vraiment à ce que Soji Okita se fasse péter la gueule et que notre héros Ejikata gagne le combat contre Serizawa, et finalement non, c'est Soji Okita qui défonce Serizawa, et après ça, petite ellipse temporelle, et on est quelques mois, quelques temps plus tard, et donc en fait, j'avais pas forcément fait le rapprochement tout de suite, mais en couverture, c'est Ejikata, c'est le personnage principal, qui a changé de coiffure, et que je trouve dégueulasse. Clairement, je préférais sa coupe en épine, voilà, qui faisait un peu plus punk. Là, ça fait, je suis un peu moins fan de cette coupe de cheveux. Voilà, à voir ce que maintenant va proposer l'auteur avec cette suite, maintenant, enfin, cette nouvelle saga où Serizawa a été vaincu, donc le Shinsengumi est maintenant tel qu'il est censé être, enfin tel qu'on le connaît dans l'histoire, donc avec Ejikata en tant que vice-capitaine, le mec avec le tronc d'arbre qui est le capitaine, qui est le commandant en chef, et donc les différents personnages qu'on a côtoyés, qui sont les différents capitaines des unités, et qu'on voit leurs unités. Alors j'aime bien celle de Okita, où c'est juste des gros yakuza, des gros criminels qui ont peur de lui et qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Donc c'est vraiment cool de voir chacune des divisions vraiment influencée par son capitaine, à voir ce que ça n'est par la suite, et voilà, je suis très curieux de lire la suite de Shilolan. On passe maintenant à Kingdom avec la sortie du tome 65 et 66 en même temps. Alors le tome 65 est relativement épais, je crois qu'il fait plus de 200 pages, il fait quasiment 250 pages, c'est un gros bébé, 246 pages. La dernière page, et après il y a quelques pages blanches en plus, donc il fait 250 pages, c'est un gros bébé. On est toujours dans la grosse invasion de Zhao, il se passe beaucoup trop de choses en 2 tomes. Je ne saurais pas tout dire, mais en tout cas, Kingdom, ça reste un gros plaisir. On est quand même toujours centré sur le personnage de Kanki, même si on revient un peu, on revient un petit peu du côté de Zhao avec Riboku, qui a été, depuis quelques tomes, il a été répudié, c'est plus le grand stratège, le grand général-chef. On voit un petit peu les coups fourrés qu'il avait foutus en amont, notamment l'immense muraille, je pense que c'est peut-être la muraille de Chine, qui oblige l'armée de Qin à faire un immense détour. J'aime bien le tome 66, où on est un peu plus sur Muten et son unité, et un petit peu, ce qui est vraiment cool, on vient sur Shin et Muten, et un Shin qui commence à devenir un petit peu comme un de ses mentors. Alors pas Uki, c'est l'autre, celui qui a des dents de requin et qui a légué son bouclier. En plus, on en parle, on dit purée, on dirait comme ce général-là, machin truc, ils ont un généraux comme ça, et bah oui, c'est Shin qui a senti qu'il fallait venir sur l'aile gauche pour aider Muten, et qu'en niquant l'aile gauche, et ben, ils allaient pouvoir gagner la guerre. On verra si ce qu'il a fait aura des répercussions sur le tome 67 et 68 qui sortiront dans je sais pas combien de temps. En tout cas, Kingdom, ça reste toujours un grand plaisir à lire. Et encore une fois, j'attendrai sûrement la fin de cette méga arc sur l'invasion de Zhao pour me relire
tout cet arc, parce que, mine de rien, il doit faire une quinzaine de tomes, voire peut-être bientôt une vingtaine. Mais voilà, en tout cas, Kingdom, c'est toujours un grand plaisir à lire. Maintenant, on parle de Baki, tome 11. Donc, c'est le tome qui vient marquer la fin du flashback sur le passé de Baki, avec le combat final de cet arc, ce flashback entre Baki et son père Yujiro, dont on connaissait forcément l'issue, parce que, bah, vu que Baki, au début du manga, veut encore battre son père, c'est forcément qu'il allait perdre. Alors, ceux qui connaissaient pas la série, qui n'avaient jamais vu l'animé, je trouve que dans l'animé, ça marchait beaucoup mieux, parce que, bah, on commençait avec le flashback, donc on disait est-ce qu'il va le battre, est-ce qu'il va le battre, il se fait péter la gueule, et ensuite on avait bah, l'arc, on va dire, le début du manga, donc avec Baki qui s'entraîne, qui se bat contre d'autres champions, et jusqu'au tournoi qui va commencer dans le prochain tome, et c'est vrai que les gens n'étaient pas non plus au courant du destin de la mère de Baki, qui se fait tuer dans ce tome-là. Alors, c'est peut-être un choix de traduction un peu hasardeux, mais je trouve de la manière, pas la manière dont elle meurt, mais ce qui se passe ensuite, où la mère de Baki l'attrape dans ses bras, se blottit, enfin, serre Baki dans ses bras, et elle chante Fais dodo, colle à mon petit frère. La chanson fait. Enfin, la scène est super tragique, et juste la chanson Fais dodo, colle à mon petit frère, je trouve que ça nique l'intensité. Alors peut-être que c'est volontaire, peut-être qu'en japonais c'est aussi une chanson un peu bateau, mais c'est vrai que entendre cette chanson un peu ridicule, dans une scène aussi tragique, je me suis pas senti ultra impliqué dans la scène, je me suis dit merde, pourquoi il chante ça? Alors, je sais que la mère est morte et qu'elle est dans un état second et que voilà, peut-être qu'elle veut, elle voit Baki comme son petit bébé et qu'elle le tient dans ses bras, mais c'est vrai que il y avait peut-être une autre chanson d'enfant à mettre que Fais dodo comme mon petit frère, en mon sens. Après, peut-être qu'au Japon, c'est vraiment une chanson du même niveau, donc je ne sais pas. Et après, bah, après ça, on a Baki qui part s'entraîner pendant 2-3 ans. Il va rencontrer Tokugawa, et donc ça va commencer à faire la jonction avec le début du manga, où Baki s'entraîne dans les profondeurs du Tokyo Dome. Et prochain tome, le méga tournoi de Baki. J'ai hâte de lire ça, et j'espère que Megan va annoncer pour la Japan Expo, parce que je crois que la série sera terminée pour la Japan Expo. On va avoir New Grappler Baki, donc la suite. Ça ferait vraiment plaisir. Ou peut-être que je dis une connerie, c'est peut-être pas ça le titre. Bon, en tout cas, vous avez compris. La suite de Baki, celle qu'on a sur Netflix avec les prisonniers, tout ça, tout ça. Bah, j'ai hâte qu'on puisse découvrir ça en manga. Maintenant, petit aparté sur Chainsaw Man tome 12, donc avec ce magnifique dos, c'est faux. Alors, au moins c'est bien, bah, on va dire pour Chainsaw Man, c'est que le tome 12 marque la seconde partie de Chainsaw Man, donc on peut vraiment faire une jonction entre la partie casée qui était bien et les dos de Crunchyroll qui sont dégueulasses. Donc Chainsaw Man, moi je lis en scan avec Manga Plus, c'est un régal à lire toutes les semaines, enfin quand ça sort toutes les semaines, c'est vraiment une série que je prends beaucoup de plaisir. Donc avec le personnage de Asa, qu'on voit en couverture, qui est un petit peu déconnecté de la réalité, et qui va se retrouver être la propriétaire, celle qui va posséder le démon guerre, donc qui est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui avait été teasé, annoncé à la fin de Chainsaw Man. Et donc, j'en dirai pas plus, mais on va voir arriver au fur et à mesure d'autres démons liés à ces cavaliers d'Apocalypse. J'en dis pas plus. En tout cas, Chainsaw Man, c'est vraiment bien. Alors, c'est très particulier quand on s'est. Imaginez qu'on ait lu les 11 tomes de Chainsaw Man, on passe au tome 12, on est vierge de tout, on sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas lu les scans, on se tape un tome 12 entier sur le personnage de Asa, on sait pas ce qu'est devenu Nenji, et vers la fin, bam, Chainsaw Man est un Nenji qui passe à télé, dit ouais, Chainsaw Man c'est le plus grand des héros, peut-être qu'il veut se tirer des filles, tout ça, et en fait, son objectif, lui, c'est de se faire découvrir pour que les filles le voient comme une rockstar et l'idolâtre, etc. Parce que bon, le but de Nenji, ça reste quand même toujours de pécho. Et je trouve qu'avec les derniers chapitres qui sont sortis récemment, c'est encore plus vrai. On finit avec Delcourt Tonkam, avec d'abord le 26e et avant-dernier tome de Jojo Lion, la 8e partie de Jojo. Alors, je sais que j'avais vu une news passer comme quoi les éditions Delcourt essayaient d'avoir la diffusion, enfin le simultrade de la 9e partie de Jojo, de Jojo Land, qui vient de commencer au Japon. Je crois qu'ils en sont au 3e chapitre, je crois que c'est encore un mensuel, donc ça a commencé il y a 2-3 mois, il y a eu 2-3 chapitres grand max. J'ai vu quelques pages passer, ça a l'air vraiment super cool. Ça a l'air d'être une sorte de nouvelle porte d'entrée dans Jojo, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de lien pour l'instant avec la partie 8. Même la partie 8 n'avait pas beaucoup de lien avec la partie 7. Il y a juste une fois ou deux, on fait un écho à ce qui s'est passé dans la partie 7, mais c'est tout. Vraiment, Jojo, partie 8, toujours aussi bien. Donc on est vraiment dans le combat final avec le docteur qui se termine dans ce combat-là, je crois. C'est le combat final du docteur, et on va voir la conclusion dans le prochain tome.
Est-ce que je me referais l'intégralité pour le tome 27? Je pense que oui, parce que, je m'étais relu, la série il y a 2 3 ans quand le tome 22-23 est arrivé. J'avais surkiffé jusqu'au tome 23. Là, j'ai toujours kiffé, la partie cette partie-là de JoJo et j'avoue que se relire tout d'une traite, c'est un pur régal pour JoJo. Donc je pense que je vais tout me relire pour l'arrivée du 27e et dernier tome, donc le mois prochain. En tout cas, on en reparlera. Et je sais qu'en plus, JoJo, cette année, on va avoir pas mal de bonnes choses. On va avoir les spin-offs dessinés par d'autres auteurs sur All Horse, sur... comment ça s'appelle sur... je sais plus si c'est l'autre personnage. Il y a un autre manga, je crois que sur Josuke, on va voir aussi. J'ai un doute. Mais je sais qu'il y a au moins 2 spin-offs qui vont avoir lieu cette année, qui vont sortir chez Delcourt, donc ça fait plaisir que Jojo continue à exister chez l'éditeur, et bientôt la fin, j'espère qu'on aura l'annonce, je pense début 2024, de Jojo Land chez eux, en tout cas c'est du pur plaisir. On parle maintenant de Beck, tome 9 sur 16 de cette édition double de chez Delcourt Tonkam, alors qui était vendu avec un médiateur, donc il était en plastique, il y avait un médiateur, je sais pas où je l'ai foutu, je l'ai dans mon bazar, Beck, je vais pas dire grand chose, c'est toujours aussi bien. Alors, ça me saoule à chaque fois que l'histoire entre le héros Yukio et Mao fasse Oba, Oba, Oba. Là, ça commençait bien sur le tome où elle dit je vais repartir à l'étranger. Tu te dis oh merde, ça va être un peu trouble. Ça a l'air de bien se passer. À moi, il se dit ouais, il faut que je porte mes couilles, il faut vraiment que je sois quelqu'un d'audacieux. Il lui prend une casquette, il la lance, sauf que c'est une casquette à laquelle elle tient beaucoup. Donc, reconflit, après il dit non, t'inquiète pas, je préfère ta casquette, elle est quand même bien meilleure, je préfère Beck. Euh, Au bout d'un moment, ça devient. Je sais que beaucoup de gens se plaignaient, et je commence à comprendre en fait pourquoi ils se plaignaient, parce que c'est vrai que c'est un chapitre sur deux, c'est limite je t'aime pas. Au bout d'un moment, il faut savoir. Alors je sais que c'est des adolescents, que c'est très trouble, mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu lassant, ça change, ça n'évolue pas, que ça avance, et à chaque fois, ils se disputent pour des conneries. Vraiment, je comprends pas trop. Mais voilà, Bex, ça reste toujours un pur régal à lire. Je suis vraiment très content de ce que Delcourt propose. Alors, pas forcément l'édition, mais propose que je puisse les ravoir, parce que l'édition en simple, en occasion, je les vois, ça se vend à un prix d'or. C'est juste hallucinant. En tout cas, Beck, je prends beaucoup de plaisir à lire cette édition. On va finir avec un gros pavé. C'est le 3e tome sur 5 de Phoenix, l'Oiseau de Feu, donc l'œuvre non terminée de Osamu Tezuka, l'œuvre posthume, enfin non pas posthume. On va finir avec un gros pavé, c'est le 5e tome sur 6 de Phoenix, l'Oiseau de Feu, donc l'œuvre jamais terminée de Osamu Tezuka, l'œuvre d'une vie pour lui. Alors, j'ai vu passer des choses sur Twitter qui m'échauffent un petit peu. Alors, à ce qui paraîtrait, dans ce tome-là, il y aurait des pages en moins, il y aurait des chapitres en moins d'une des histoires de Phoenix. Alors, on peut se dire, ouais, si tu t'en es pas rendu compte, c'est pas grave. Je m'en suis pas rendu compte, c'est pas grave, mais quand le directeur de collection de Delcourt annonce qu'il va faire l'édition la plus parfaite, avec toutes les histoires, qui manque rien, savoir qu'il en manque, ça fout un peu le cafard. Parce que je me dis, surtout que les gens se basent sur l'édition japonaise qui existe au Japon, donc les pages ne sont pas même pas introuvables, c'est pas une édition cachée dans un vieux recoin du Japon reclus dans une petite ville où il y a eu un tirage. Non, non, c'est la dernière édition en date du Japon. Il y avait des chapitres, il y a des pages en plus qui ne sont pas dedans, et ça fout un peu le cafard de se dire, donc on a encore une édition incomplète. Alors, j'ai vu les pages, je pense pas que ça change grandement l'histoire, mais c'est juste que sur le fait d'annoncer une édition parfaite, qui manque des choses, ça entache un peu cette collection parfaite, peut-être parce que je me dis dans 2 3 ans, on va peut-être avoir une édition parfaite plus plus, et je repasserai pas la caisse pour une édition parfaite plus plus, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé ce tome-là, qui est beaucoup plus dans des délires futuristes. Il y a Résurrection, où on va suivre un personnage qui voit les gens comme des robots. Et en fait, on va suivre des histoires qui se passent 100 ans, 200 ans plus tard. Et à la fin, on va comprendre toutes ces histoires qui se passaient très longtemps plus tard avaient un lien avec toute l'histoire qui se passait, on va dire, dans le présent, même si c'est le futur pour nous. Il y a une petite histoire qui s'appelle La robe de plume céleste, qui est en fait, c'est une pièce de théâtre qu'on nous montre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du découpage, c'est sur toutes les pages, c'est le même découpage, c'est juste on voit la scène, et on voit la scène se dérouler au fur et à mesure. Alors, il y a peut-être un sentiment de lassitude au bout d'un moment parce qu'on a le même découpage et ça devient vite un petit peu indigeste. Et après, on a Le Mal du Pays, qui est la dernière histoire, qui est oufissime. C'est sur une personne qui... La création d'une civilisation sur une planète, très particulier, très bizarre, mais vraiment super cool.
c'est peut-être l'histoire que je vais peut-être relire une seconde fois parce que j'ai pas forcément tout compris du premier coup et je pense que je vais me la relire parce que c'était vraiment super intéressant. Et on va maintenant finir avec pas une, mais 2 BD. C'est les 2 derniers albums en date de Donjon, donc le tome 10 de Donjon Zénith et le tome 17 de Donjon Monster. Alors, avant de commencer à en parler, Donjon, je vais peut-être faire un petit résumé vite fait de ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Donjon, c'est une BD commencée dans les années 90 par Johan Sfar et Levi Trondheim, qui sont toujours au scénario de tous les albums. C'est une série maintenant qui fait 50 albums et qui est sous-divisée en plein de séries. Il y a la série de base qui s'appelle Donjon Zénith. On va suivre Albert, un canard, qui va devenir un grand héros, qui va protéger le donjon. Et après 2 tomes, il y a eu 2 séries qui ont été créées qui s'appelle Donjon Crépuscule ou Ragnarok ou je sais plus comment, et Donjon Aurore ou non, Potrominé. Et en fait, l'un raconte les histoires un siècle avant et montre, on va dire, l'origine story du maître du donjon, donc le maître du canard et du personnage de dragon qu'on voit en couverture. Et Donjon Crépuscule, ça se passe un siècle plus tard et on voit la fin du donjon, et c'est une série post-apo, etc., où c'est la fin du monde, etc. Après ça, il y a eu Donjon Monster qui est apparu, qui est une série qui raconte l'histoire d'un personnage dans l'histoire de Donjon. Et depuis quelques années, on a eu 2 nouvelles séries qui s'appellent Antipode, qui se passent 1000 ans avant, enfin 10 000 ans avant la série et 10 000 ans après la série. Donc une série un peu de la préhistoire de Donjon, où on va découvrir comment les créatures fantastiques sont apparues. Et Donjon Antipode Plus, ça se passe 10 000 ans dans le futur. Et donc là, on est vraiment dans une série de SF, où on voit le destin de certains personnages, on voit leurs ancêtres, etc., enfin leurs descendants. Et c'est vraiment intéressant aussi. Et on a aussi Donjon Parode qui se passe entre le tome 1 et le tome 2, qui est la série la moins intéressante. C'est juste, voilà, une petite série rigolote, mais sans plus, donc à ne pas suivre. Et donc, Donjon Zénith tome 10 et le tome 17 de Monster qui se passe en l'an 110 ou 120 de Donjon, donc dans vraiment le futur. De toute façon, on a le descendant d'un des personnages qui est ici. Et ces 2 albums sont liés à une autre série qui s'appelait les Popo Patrouilleurs, où on suivait des jeunes magiciens dont l'un est un cochon, qu'on va revoir dans ce tome-là, qui va être très important dans cet album-là, et on va voir le personnage qui est ici, en couverture, qui va récupérer le livre de ce magicien cochon. Et donc, ça forme une sorte de trilogie sur ce personnage, chose qu'on a déjà eu dans Donjon, et je pense que cet album-là est en train de teaser le fait que le personnage qu'on voit en couverture va être le grand méchant, sûrement du prochain arc narratif de Donjon Crépuscule. Donc, on verra par la suite, en tout cas si j'ai raison ou non. Et pareil, le tome 10 de Donjon, en train de teaser un truc important pour Donjon, en fait, c'est le fait que Albert va reprendre le siège de Vaucosson. Donc là, ça va être sûrement un des prochains albums. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, Donjon, c'est toujours de la balle. Je pense que dans quelques années, peut-être l'année prochaine, je vous ferai une saga de mes lectures où je reparlerai de chaque album dans l'ordre de sortie de Donjon. Et à la suite de ça, je pense que je vous ferai une vidéo sur Donjon. Une méga vidéo qui fera sûrement une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Donjon. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de vous parler de Donjon, c'est pour moi une série de BD qui est vraiment bien, qui est vraiment à lire. Alors, certes, il y a 50 albums, mais c'est 50 albums quasiment de pur régal. Chaque album est vraiment super intéressant. Donc, c'est à lire, en tout cas. On en reparlera de Donjon, c'est sûr et certain. Moi, je kiffe cette BD. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!